Les francs-maçons, rien que le nom, ça évoque tout un tas de choses, hein. Des complots, des rituels secrets, un pouvoir qui agirait dans l'ombre. Mais la question c'est, qui sont-ils vraiment? Le plus drôle, c'est que si on leur pose la question directement, les réponses, elles partent dans tous les sens. Et pour y voir plus clair, pour comprendre ce grand mystère, il n'a pas le choix. Il faut retourner à la source. Alors, code source originel. Alors regardez ça, on demande aux principales obédiences maçonniques de se définir. Et c'est là que ça devient intéressant. Pour le Grand Orient de France, c'est une institution philanthropique, philosophique et progressive. D'accord. Mais pour la Grande Loge de France, c'est un ordre initiatique traditionnel. Ah, c'est déjà différent. Et puis, on traverse la Manche. Et pour les Anglaises, c'est carrément une des plus anciennes organisations caritatives du monde. On est un peu perdu là. Alors, on résume. Une œuvre de bienfaisance, une philosophie, un ordre initiatique. Comment est-ce qu'un seul et même groupe peut être tout ça à la fois? Ça n'a pas l'air très cohérent. Pour trouver la clé de l'énigme, il faut faire ce que ferait un bon détective ou un bon informaticien. On va examiner le programme de base. On retourne au tout début, au fameux code source de la franc-maçonnerie moderne. Et voilà, on y est. Le plan d'origine, ce fameux code source, c'est ce document, les constitutions d'Anderson. On est en 1723. C'est vraiment l'acte de naissance, le point de départ de la franc-maçonnerie qu'on appelle spéculative, celle d'aujourd'hui. C'est ici que tout a commencé. Et au cœur de ce texte, il y a une phrase, une idée qui est, pour l'époque, elle est complètement révolutionnaire. L'idée, c'est de soumettre seulement à cette religion que tous les hommes acceptent. En gros, le but, c'est de créer un lieu neutre où des gens de bien peuvent se rencontrer, peu importe leurs croyances personnelles. On ne cherche pas à imposer un dogme, mais à trouver un socle commun de valeurs morales. Franchement, pour le début du XVIIIe siècle, c'est d'une modernité assez bluffante. Le règlement de 1723 est donc assez simple, au fond. D'abord, il faut obéir à la loi morale, être un citoyen paisible, pas un comploteur. Ensuite, les conditions d'entrée sont précises. Il faut être un homme bon et loyal, né libre, et bien sûr, pas de femme, ni de serf, ni de personnes jugées immorales. Mais la règle d'or, la plus importante peut-être, c'est celle-ci. Les querelles sur la religion ou la politique, ça reste à la porte de la loge. Interdit. L'objectif, c'était vraiment de créer un centre d'union, un endroit où des gens qui ne se seraient jamais parlé à l'extérieur pouvaient enfin se rencontrer. Voilà, une bifurcation sur la route. Parce que ce beau projet, cette vision très ouverte, ça ne va pas durer. Très vite en fait. Le plan d'origine va être modifié. Et c'est un seul petit changement dans le texte, une simple réécriture, qui va provoquer une fissure. Une fissure qui va devenir une fracture béante et qui explique, tout le reste. Alors suivez bien l'évolution de cette seule et unique règle. En 1723, on l'a vu, on parle de cette religion que tous les hommes acceptent, c'est très large. 15 ans plus tard, en 1738, le texte est déjà modifié. On ajoute qu'il faut être un véritable noachite. C'est une référence à Noé, à une sorte de monothéisme primordial. C'est déjà plus précis. Mais alors là, attention, en 1813, le virage est à 180 degrés. Le texte exige maintenant de croire aux glorieux architectes du ciel et de la terre. Terminer l'ambiguïté. On est passé d'une vision très ouverte à une obligation de croire en un Dieu créateur. Et c'est là vraiment qu'on voit les deux chemins se dessiner. D'un côté, la vision de 1723, universelle, ouverte, qui laisse à chacun ses opinions. Un déiste, peut-être même un agnostique, pouvait y trouver sa place. Et de l'autre, la règle de 1813, une exigence théiste claire et nette. Il faut croire en l'architecte du ciel et de la terre. C'est la naissance non pas d'une, mais de deux francs-maçonneries. Deux visions du monde qui partent du même document, mais qui l'interprètent de façon totalement opposée. On arrive donc à la situation d'aujourd'hui. Deux mondes maçonniques. Cette fracture historique a donné naissance à deux grands courants. D'un côté, on a ce qu'on appelle la franc-maçonnerie régulière, celle qui se base sur la modification de 1813. Et de l'autre, la franc-maçonnerie libérale ou adogmatique, qui elle se réclame de l'esprit beaucoup plus ouvert du texte de 1723. Et là, la grande division devient limpide. Chez les réguliers, la croyance en un être suprême est obligatoire. Un livre saint, comme la Bible, doit être ouvert en loge. Les femmes ne sont pas admises. Et les discussions sur la politique ou la religion sont strictement interdites. C'est la tradition. De l'autre côté, chez les libéraux, c'est la liberté de conscience absolue. Donc pas d'obligation de croire. Le livre saint n'est pas requis. Les femmes sont admises dans des loges mixtes ou féminines. Et les débats sur les grands sujets de société sont non seulement permis, mais encouragés. On comprend beaucoup mieux, maintenant, les définitions si différentes du début, non ? Ok, maintenant qu'on a compris cette fracture interne, on peut s'attaquer à un gros morceau, le mythe contre la réalité. Parce que cette division, le fait qu'il n'y ait pas une mais des francs-maçonneries, c'est quelque chose que le grand public ignore souvent.
Et cette ignorance, ça a été le terreau parfait pour toutes sortes de théories du complot. Et la plus tenace, la plus célèbre de toutes, c'est celle qui les accuse d'avoir organisé la Révolution française. Voilà l'accusation, telle qu'elle est formulée à l'époque par un certain abbé Baruel. L'idée, elle est assez simple et, avouons-le, assez séduisante. Les francs-maçons se réunissent en secret dans leur loge. Quoi de mieux pour préparer une révolution à l'abri des regards? C'est dans ces loges de brigands, comme il dit, que tout aurait été planifié. C'est une thèse qui a eu un succès fou et qui, encore aujourd'hui, a la vie dure. Sauf que, quand on regarde les faits, les chiffres bruts, l'histoire est complètement différente. Regardez cet effondrement. Juste avant la Révolution, en 1789, la maçonnerie française est florissante. On compte environ 635 loges. C'est énorme. Et après la période de la Terreur, en 1797, il ne reste plus que 18. 18. On est passé de plus de 600 à moins de 20. Donc loin d'avoir été les grands organisateurs de la Révolution, les maçons en ont été massivement les victimes. Mais alors, pourquoi un tel effondrement? Il y a plusieurs raisons très concrètes. D'abord, qui étaient les dirigeants maçons à l'époque? Majoritairement, des aristocrates. Et qu'ont-ils fait au début de la Révolution? Ils ont fui la France. Ensuite, le Grand Orient, qui est la principale structure maçonnique, s'est tout simplement mis en sommeil en 1794. Il a cessé de fonctionner. Troisième point, et pas des moindres, le grand maître lui-même, Philippe Égalité, a démissionné avec fracas en déclarant que dans une république, il ne devait y avoir aucun mystère. Et enfin, la Nouvelle République voyait d'un très mauvais œil toutes les sociétés secrètes sans exception. Les loges étaient donc devenues très suspectes. Au final, le grand secret de la franc-maçonnerie, ce n'est pas un complot mondial. C'est bien plus simple et en même temps bien plus complexe. C'est une histoire de débat interne, de débat sur sa propre identité, une fracture qui dure depuis presque 300 ans. Les définitions contradictoires qu'on a vues au début, ce n'est pas de la manipulation. C'est juste le reflet de cette histoire mouvementée et de ces deux visions qui coexistent. Et tout ça, ça nous laisse avec une dernière question, une question un peu philosophique. Quand une institution modifie à ce point ses règles fondamentales, son code source originel, est-ce que c'est encore la même institution? C'est peut-être ça la clé pour comprendre la franc-maçonnerie. Ce n'est pas une entité monolithique, mais une idée, une organisation multiple qui n'a jamais cessé de débattre et de se redéfinir.